Salut à tous et bienvenue sur Jormi, aujourd'hui près de Wuhan. Unissez la Chine sous votre bannière, terrassez vos ennemis et revendiquez le trône impérial. Dans Wuhan, plongé au cœur de la Chine ancienne, une période de splendeur et de conflit marquée par la féroce période des royaumes combattants. 7 puissants États s'affrontent sans relâche pour asseoir leur domination. Prenez la tête d'un de ces royaumes guidés par une ambition sans limite. Unifiez l'empire et fondez la dynastie suprême. Sous votre commandement, 5 dirigeants aux talents complémentaires œuvrent pour la gloire de votre bannière. Le gouverneur, garant de l'ordre et de la stabilité. Le soldat, maître des champs de bataille. Le fermier, pilier de la prospérité, le marchand, moteur du commerce et de la richesse, l'artisan, symbole d'influence et de culture. Le cœur du jeu repose sur une mécanique stratégique de poste de tuiles et de chefs. Chaque action compte. Bâtir une pagode pour renforcer votre influence et rapporter des points précieux, mais une expansion trop rapide peut provoquer une guerre ouverte ou une révolte paysanne. À vous de trouver l'équilibre entre audace et prudence. Derrière cette simplicité apparente, Wuhan cache une profondeur tactique remarquable. Les règles s'apprennent en quelques minutes, mais chaque partie dévoile de nouvelles stratégies, de subtiles alliances et d'intenses renversements de situation. Le rythme est fluide, les choix cruciaux et l'attention omniprésente jusqu'à la dernière tuile. Conçu par le légendaire Rainer Kaisner, auteur de nombreux jeux de société moderne, et magnifiquement illustré par Bartek Jedrzejewski, j'espère que j'ai pas trop écorché son nom, Wuhan mêle parfaitement élégance mécanique ainsi que richesse thématique. Publié par Phalanx, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 90 minutes à partir de 14 ans. Le jeu vous invite à vivre une épopée stratégique, où chaque décision peut façonner le destin d'une civilisation. Ferez-vous preuve de sagesse et de vision, ou serez-vous balayé par la fureur des royaumes rivaux? Le trône impérial vous attend si vous êtes prêt à le conquérir. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu. Je vous parlerai des 2 modules qui sont disponibles également avec le jeu. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis. La période des royaumes combattants, 475-221 avant Jésus-Christ, fut une ère de guerre incessante entre 7 États rivaux. Qin, Shu, Qi, Yan, Han, Zei et Zhao. Ces États furent finalement unifiés en 221 avant Jésus-Christ, sous la dynastie Qin, donnant naissance à la Chine d'aujourd'hui. Dans Wuhan, vous revivez cette période mouvementée. Votre objectif, menez votre dynastie à la victoire. Pour la mise en place, placez le plateau au centre de la zone de jeu. Il représente la Chine durant la période des royaumes combattants. Placez une tuile gouverneur jaune sur chacune des cases marquées sur le plateau. Cette tuile représente la capitale des 7 royaumes. Mettez toutes les autres tuiles dans le sac et mélangez soigneusement. Optionnellement, pour une partie à 2 joueurs, vous pouvez convenir d'écourter la partie en retirant 24 tuiles au hasard du sac, sans les regarder et en les remettant dans la boîte. Placez toutes les pagodes à côté du plateau, triez les marqueurs de points de victoire par couleur et placez-les près du plateau. Placez le marqueur d'unification à proximité. Chaque joueur choisit une dynastie, tigre, lapin, rat ou chèvre. Chaque dynastie possède 5 chefs, un de chaque couleur. Chaque joueur place devant lui un paravent et dispose de ses 5 chefs devant le paravent. Rangez les paravents et chefs inutilisés dans la boîte. Chaque joueur pioche ensuite 6 tuiles dans le sac et les place derrière son paravent. Ensuite, 6 autres tuiles sont piochées dans le sac et placées face visible dans la zone du marché du plateau. Les tuiles et les chefs partageant un bord commun sont adjacents. 2 éléments sont liés s'ils sont adjacents, ou reliés par une chaîne de tuiles et de chefs adjacents. Un royaume est constitué d'une ou plusieurs tuiles liées et d'au moins un chef relié. Tant qu'un royaume ne contient que des chefs de couleurs différentes, tout est paisible. Des conflits surviennent lorsqu'un royaume contient 2 chefs de la même couleur. Comment est votre dynastie? Vous contrôlez une dynastie composée de 5 chefs. Chaque chef a la même apparence mais une couleur différente correspondant aux 5 types d'unités. Le jaune est le gouverneur, le bleu le fermier, le rouge le soldat, vert le marchand, blanc l'artisan. Un chef peut être placé sur le plateau depuis l'espace devant votre paravent, déplacé depuis un autre emplacement du plateau ou retiré du plateau et replacé devant votre paravent. Quelles sont les restrictions du placement ou du déplacement d'un chef? Un chef doit être placé sur une case vide. Un chef ne peut être placé que sur une case adjacente à une tuile gouverneur jaune. Un chef ne peut pas être placé de manière à unir 2 royaumes si cela provoque un conflit. Toutefois, tant qu'aucun conflit n'apparaît, un chef peut unir un ou plusieurs royaumes. Un chef ne peut pas être placé sur une case de rivière. Comment se déroule donc la partie? Vous choisissez un joueur de départ au hasard. Le jeu se déroule ensuite dans le sens horaire. À votre tour, vous effectuez 2 actions parmi 5 possibles. Vous pouvez choisir 2 actions différentes ou la même 2 fois, dans l'ordre de votre choix. Les actions possibles sont les suivantes. Placer un chef, placer une tuile, défausser 2 tuiles bleues, fermier, pour provoquer une révolte paysanne, défausser 2 tuiles vertes, marchand, pour irriguer une pagode. Remplacez jusqu'à 6 tuiles derrière votre paravent. Si la dernière tuile de gouverneur jaune adjacente à l'un de vos chefs est retirée du plateau, ce chef est immédiatement retiré du plateau et replacé devant votre paravent. Donc, la première action possible est placer une tuile. Il existe 5 types de tuiles. Les jaunes sont les gouverneurs, les rouges les soldats, les bleus les fermiers,
les verts, marchands et blancs, artisans. Pour placer une tuile, prenez une tuile de derrière votre paravent, placez la tuile sur le plateau en respectant les restrictions suivantes. Une tuile doit être placée sur une case vide. Les tuiles bleues fermiers ne peuvent être placées que sur les cases rivières, car l'agriculture nécessite l'irrigation. Vous avez les rivières ici. Aucun autre type de tuile ne peut être placé sur une case rivière. Les tuiles vertes et bleues ont des effets spéciaux. La tuile verte, marchand, après avoir placé une tuile marchand verte sur le plateau, vous pouvez choisir une tuile face visible dans la zone du marché et la placer derrière votre paravent. Dire que donc si vous placez une tuile verte, vous prenez une des tuiles qui est disponible ici. Pour les tuiles bleues fermiers, après avoir placé une tuile de fermier bleu, vous pouvez continuer à placer d'autres tuiles bleues au cours de la même action, à condition que chaque nouvelle tuile soit placée adjacente à la précédente, et que la pose de la tuile précédente n'ait pas provoqué une guerre ni entraîné la construction d'une pagode. Comme vous le voyez, il existe 5 types de points de victoire, qui correspondent aux 5 couleurs du jeu. Le jaune, c'est l'ordre, le rouge, la puissance, bleu, la nourriture, vert, le commerce, et blanc, la culture, l'artisanat. Vous gagnez des points de victoire en plaçant des tuiles selon les conditions suivantes. Si la tuile est placée dans un royaume contenant un chef de la même couleur, le joueur contrôlant ce chef gagne 1 point de victoire de cette couleur. Si aucun chef de cette couleur n'est présent, mais qu'il y a un gouverneur jeune dans ce royaume, le joueur contrôlant ce gouverneur gagne 1 point de victoire de la couleur de la tuile placée. Si plusieurs tuiles fermiers bleues sont placées au cours d'une même action, 1 point de victoire bleu est gagné pour chaque tuile placée selon les conditions que je viens de vous dire. Il y a une exception, aucun point de victoire n'est gagné si la tuile est placée de façon à unir 2 ou plusieurs royaumes entraînant un conflit. Qu'aucun conflit ne se produit, les points de victoire sont attribués normalement. Les points de victoire sont gardés secrets, derrière votre paravent. À tout moment pendant votre tour, vous pouvez changer 5 marqueurs de valeur 1 contre un marqueur de valeur 5. Vous pouvez défausser 2 tuiles bleues, donc les tuiles fermiers, pour provoquer une révolte paysanne. Pour déclencher une révolte paysanne, vous révélez puis défaussez 2 tuiles bleues de fermiers derrière votre paravent, face cachée dans la boîte. Choisissez n'importe quelle tuile du plateau et défaussez la face cachée également dans la boîte. Cette tuile peut être une tuile gouverneur jaune de départ, placée sur une case de capitale. Ces cases n'ont plus d'effet après la mise en place. La case dont la tuile est retirée devient vide. Une révolte paysanne peut diviser un royaume en 2 ou plusieurs parties. Si une révolte retire la dernière tuile gouverneur jaune adjacente à un chef, ce chef est immédiatement retiré du plateau et replacé devant son paravent. Si une tuile est retirée sous un bâtiment, pagode, grenier ou palais royal, ce bâtiment est également retiré et placé à côté du plateau. Si vous avez votre chef fermier bleu devant votre paravent, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur le plateau, ce chef peut, mais ce n'est pas obligé, remplacer l'une des 2 tuiles bleues requises. Vous ne défaussez alors qu'une seule tuile bleue de fermier depuis votre paravent pour provoquer la révolte. Vous pouvez défausser 2 tuiles vertes marchand pour construire une pagode, mais je reviendrai un petit peu plus tard. Vous pouvez remplacer jusqu'à 6 tuiles derrière votre paravent. Vous pouvez défausser jusqu'à 6 tuiles depuis votre paravent, face cachée dans la boîte. Ensuite, piochez le même nombre de tuiles dans le sac et placez-les derrière votre paravent. À la fin de votre tour, après avoir effectué vos 2 actions, vous collectez les points de victoire liés aux pagodes que vous contrôlez. Vous refaites votre main, vous piochez dans le sac jusqu'à 6 tuiles derrière votre paravent. Si d'autres joueurs ont moins de 6 tuiles à ce moment, ils complètent également jusqu'à 6. Pareillement, si le marché contient moins de 6 tuiles, complétez-le depuis le sac. Et le tour passe au joueur suivant. Il existe 5 types de pagodes, qui correspondent aux 5 couleurs du jeu. Jaune, c'est la cour impériale, elle représente l'ordre. Le rouge, la garnison, elle représente la puissance. Le bleu, le grenier, représente la nourriture. Le vert, le marché, représente le commerce. Le blanc, l'atelier, représente l'artisanat ou la richesse. Après avoir placé une tuile, vous pouvez ériger une pagode si cette tuile crée un triangle de 3 tuiles de la même couleur, à condition que la tuile placée ne provoque pas de guerre, et aucune des 3 tuiles du triangle ne supporte déjà un bâtiment, pagode, grenier ou palais royal. Prenez alors une pagode de la couleur correspondante parmi celles placées à côté du plateau et posez-la sur le triangle. S'il n'y a pas de pagode disponible de cette couleur, prenez une pagode déjà sur le plateau et repositionnez-la sur votre triangle. La décision de construire une pagode est optionnelle. Les tuiles formant le triangle restent visibles et continuent d'exister sous la pagode. Les chefs adjacents restent soutenus par les tuiles de gouverneur jaune, même si elles sont sous une pagode jaune. À la fin de votre tour, vérifiez si un ou plusieurs de vos chefs se trouvent dans le même royaume qu'une pagode de la même couleur. Pour chaque chef concerné, gagnez un point de victoire de la couleur du chef. Pour chaque pagode de la même couleur présente dans le royaume. Contrairement aux tuiles, une pagode ne permet pas au gouverneur jaune de gagner des points dans d'autres couleurs. Comme je vous disais précédemment, vous pouvez défausser 2 tuiles vertes, les tuiles marchands, pour construire une pagode. Pour ériger une pagode sur un triangle de tuiles déjà formé précédemment par n'importe quel joueur, révélez puis défausser 2 tuiles vertes de marchand depuis derrière votre paravent, face visible, face cachée dans la boîte. Placez une pagode de la couleur correspondante au triangle formé sur les 3 tuiles concernées. Si votre chef marchand vert se trouve devant votre paravent, et donc pas sur le plateau, il peut, mais n'est pas obligé de remplacer l'une des 2 tuiles vertes requises. Vous ne défaussez alors qu'une seule tuile verte marchand pour construire la pagode. Je vous parlais précédemment des conflits. Un conflit se produit lorsqu'il y a 2 chefs de la même couleur dans un même royaume. Il existe 2 types de conflits, les révoltes et les guerres. Une action ne se termine pas tant que
tous les conflits ne sont pas résolus et que chaque royaume ne contient qu'un seul chef de chaque couleur. Une révolte a lieu lorsqu'un joueur place un chef dans un royaume contenant déjà un chef de la même couleur. Le joueur qui place le nouveau chef est l'attaquant. Le joueur qui contrôle le chef déjà présent est le défenseur. Vous allez résoudre cela de la manière suivante. La force initiale, l'attaquant et le défenseur tirent leur force des tuiles gouverneur jaunes adjacentes à leur chef. Une même tuile de gouverneur peut soutenir les deux camps. Ensuite, les renforts. D'un bord, l'attaquant peut augmenter sa force en engageant autant de tuiles de gouverneur jaune qu'il le souhaite derrière son paravent, qu'il place face visible devant lui. Ensuite, le défenseur peut faire de même. Le joueur ayant la force la plus élevée, tuile gouverneur jaune adjacente, plus tuile engagée, plus effet du gouverneur jaune s'il est applicable, remporte la victoire. En cas d'égalité, c'est le défenseur qui gagne. Et quelles sont les conséquences d'une révolte? Le perdant doit retirer son chef du plateau. Le vainqueur gagne un point de victoire dans la couleur du chef impliqué dans la révolte. Les deux joueurs défaussent face cachée dans la boîte toutes les tuiles de gouverneur jaune qu'ils avaient engagées. Si votre gouverneur jaune se trouve devant votre paravent, et donc pas sur le plateau, que vous participez à une révolte en tant qu'attaquant ou défenseur, ce chef peut, mais n'est pas obligé, d'ajouter plus 1 à votre force totale. Vous avez donc également les guerres. Une guerre survient lorsque deux ou plusieurs royaumes sont unis par la passe d'une nouvelle tuile, et que le nouveau royaume ainsi formé contient deux chefs de la même couleur. Placez le marqueur d'unification sur la tuile qui a provoqué l'union des royaumes. Ce marqueur reste en place jusqu'à la résolution de la guerre. La tuile d'unification n'a aucun effet. Elle ne rapporte pas de points de victoire, elle ne compte pas pour la force militaire, elle ne permet pas de piocher une tuile du marché. Vous allez ensuite calculer la force initiale. Chaque royaume en guerre, chacun des royaumes unis, tire sa force des tuiles de soldats rouges présentes dans le royaume et des chefs soldats rouges soutenant le royaume, même s'ils ne sont pas sur le plateau. Ensuite, vous avez des renforts par ordre de contribution. Commencez avec le joueur à gauche de celui qui a placé la tuile d'unification, puis continuez dans le sens horaire. À leur tour, chaque joueur peut renforcer un royaume en guerre de son choix en engageant autant de tuiles rouges de soldats qu'il le souhaite depuis derrière son paravent, qu'il place face visible à côté du plateau, près du royaume soutenu, et éventuellement en ajoutant son chef soldat rouge. Tous les joueurs peuvent participer à la guerre, même s'ils n'ont aucun chef impliqué dans le conflit. Le joueur qui a placé la tuile d'unification est toujours le dernier à contribuer. Le royaume dont la force totale, tuile rouge, plus chef soldat rouge éventuel, est la plus élevée remporte la guerre. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a placé la tuile d'unification qui choisit le royaume vainqueur. Quelles sont donc les conséquences de la guerre? Il y a d'abord une élimination des perdants. Notez la force totale de chaque royaume perdant, s'il y en a plusieurs. Retirez ensuite simultanément tous les chefs à conflit, toutes les tuiles rouges de soldats des royaumes perdants. Exception faite, si la tuile placée à l'origine de la guerre est une tuile rouge de soldats, ne la retirez pas, elle n'est pas considérée comme ayant combattu. Seuls les chefs non concernés par le conflit restent dans les royaumes perdants. Pour chaque chef retiré et rendu à son propriétaire, le joueur contrôlant le chef de la même couleur dans le royaume vainqueur gagne un point de victoire dans cette couleur. Comparez la force totale de tout le royaume perdant. La valeur la plus élevée détermine le nombre de tuiles rouges de soldats que le royaume vainqueur doit également défausser. D'abord, retirez toutes les tuiles rouges engagées par des joueurs pour soutenir un royaume vainqueur. Si ce n'est pas suffisant, le joueur qui a placé la tuile d'unification choisit quelle tuile rouge du royaume vainqueur doit être retirée jusqu'à atteindre le nombre requis. Ensuite, retirez le marqueur d'unification et placez-le à côté du plateau. La tuile d'unification, celle sous le marqueur, reste sur le plateau. Si votre soldat rouge se trouve devant votre paravent, et donc pas sur le plateau, vous pouvez, mais n'êtes pas obligé, l'utiliser pour ajouter plus 1 à la force d'un royaume en guerre de votre choix. Vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. La fin de la partie est déclenchée lorsqu'un joueur, en tentant de piocher une tuile pour n'importe quelle raison, ne peut pas le faire, car le sac est vide. À ce moment-là, tous les joueurs retirent leur paravent. Chaque joueur compte le nombre de points de victoire qu'il possède dans chacune des 4 couleurs principales. Jaune, rouge, bleu et vert. Les points de victoire blancs peuvent être attribués librement en n'importe quelle couleur. Chaque point blanc est joker et peut être compté comme n'importe quelle couleur. Le score final d'un joueur correspond à la valeur de sa couleur la plus faible. Par exemple, si un joueur a 10 points rouges, 8 bleus, 6 jaunes, 6 verts, son score final est 6. Le joueur avec le total le plus élevé est le vainqueur. En cas d'égalité, les joueurs concernés comparent leur deuxième couleur la plus faible, puis la troisième et ainsi de suite. Si les joueurs sont encore à égalité sur toutes les couleurs sauf le blanc, le joueur ayant le moins de points blancs est déclaré vainqueur. Et si contre toute attente, l'égalité persiste, aucun joueur ne remporte la victoire. Aucun royaume n'est parvenu à unifier l'Empire. Le seigneur de guerre Xiang Yu prend le pouvoir et la période des 18 royaumes commence prématurément. Vous avez également des règles optionnelles dont je vais vous parler maintenant. Vous avez ce qu'on appelle les bandits hors la loi. Durant la période des royaumes combattants, des bandes de bandits hors la loi semaient la terreur dans les campagnes. Pour unifier l'Empire et rétablir la paix, ces bandits doivent être vaincus. Il y a donc 10 tuiles bandits de taille 3. Les 10 tuiles bandits comportent un symbole correspondant à une case spécifique du plateau. Au début de la partie, 5 de ces emplacements sont sélectionnés au hasard pour être utilisés. Vous retrouvez les symboles, vous voyez ici, à ces endroits-là. Mélangez les 10 tuiles bandits face cachée. Révélez une première tuile, elle indique le lieu où placer la tuile bandit correspondante. Révélez ensuite une deuxième tuile et placez la face visible sur l'emplacement déterminé par la première tuile. Défaussez la première tuile dans la boîte. Répétez ce processus jusqu'à ce que 5 tuiles bandits soient placées sur le plateau et 5 tuiles bandits soient défaussées dans la boîte. Aucun chef ne peut être placé adjacent à une tuile bandit. Une tuile de terrain peut être placée adjacent à une tuile bandit uniquement
si cette tuile unit la case bandit à un royaume contenant au moins autant de tuiles de soldats rouges que le nombre de bandits indiqués sur la tuile bandit. Aucune tuile bandit placée ne rapporte de points de victoire. À la place, le marqueur d'unification est placé sur la tuile, utilisée pour unir la case bandit. Quelles sont les résolutions du combat contre les bandits? Si un chef soldat rouge est présent dans le royaume concerné, le joueur qui le contrôle gagne un nombre de points de victoire rouge égal au nombre de bandits indiqués sur la tuile bandit. Ensuite, le joueur qui a placé la tuile d'unification doit retirer du royaume autant de tuiles soldats rouges que le nombre de bandits vaincus. La tuile bandit est alors retirée du plateau et défaussée dans la boîte. Les bandits sont vaincus. Enfin, le marqueur d'unification est replacé à côté du plateau. La règle optionnelle des bandits hors la loi ne peut pas être combinée avec la règle optionnelle des 18 royaumes. Wuhang se déroule pendant la période des royaumes combattants. Les 7 royaumes rivaux de cette époque furent finalement unifiés en 221 avant Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Qin Shi Huang, fondateur de la dynastie Qin. Mais cette période de paix fut de courte durée. Qin Shi Huang mourut en 210 avant Jésus-Christ. Et moins de 2 ans plus tard, la majeure partie de l'empire se soulève contre son fils. Dans un climat de rébellion, de vengeance et de grande famine, le seigneur de guerre Xiang Yu prit le pouvoir en 206 avant Jésus-Christ et divisa l'empire en 18 royaumes. Son rival, Liu Bang, mena une longue révolte contre lui. Après la mort de Xiang Yu, Liu Wang réunifia l'empire et devint le premier empereur de la dynastie Han. Les tribus de grains provenant des anciennes capitales commencèrent alors à affluer vers la cour impériale. Grâce à la règle optionnelle des 18 royaumes, vous pouvez revivre cette période dramatique de l'histoire chinoise. En comptant la patrie d'origine du Qin lui-même, l'empire contient en réalité 19 royaumes, chacun avec sa propre capitale. Pour y jouer, vous retournez le plateau de l'autre côté et vous prenez les 19 greniers. Cela représente une nouvelle carte avec davantage de capitales et une géographie modifiée, notamment le tracé des rivières. Elle introduit également les greniers, qui offrent une nouvelle source de points de victoire bleue. Placez une tuile de gouverneur jaune et un grenier sur chacune des 19 cases de capitale du plateau. Vous voyez ici. En raison du nouveau tracé des rivières, il n'est plus possible de construire de pagodes bleues, laissez-les dans la boîte. Les greniers remplacent désormais ces pagodes comme source alternative de points bleus. À la fin de votre tour, si votre chef fermier bleu se trouve dans un royaume contenant plusieurs greniers, vous pouvez retirer tous les greniers sauf un de ce royaume et les placer derrière votre paravent. À la fin de la partie, chaque grenier placé derrière votre paravent vaut 2 points de victoire bleue. Donc voilà pour les règles de ce jeu qui est vraiment de très bonne qualité et j'adore la direction artistique également. Je vais maintenant vous donner mon avis sur le jeu. Sous un ciel chargé de brume, les fleuves s'étirent, serpentin et impassible. Les terres sont fertiles, les peuples nombreux, mais les royaumes se regardent en chien de faïence. C'est la Chine des royaumes combattants, un monde à la fois splendide et brisé, traversé par les ambitions, les alliances fragiles et les révoltes qui grondent. C'est là que Wuhang nous transporte. Pas dans une reconstitution historique pompeuse, non, mais dans une évocation subtile, presque méditative, où chaque plus placé, chaque chef posé, fait résonner le murmure de cette époque troublée. Car ici la guerre n'est jamais gratuite, la paix non plus. Dès les premières minutes, Wuhang séduit par son calme apparent. On s'installe autour du plateau, on contemple la carte de la Chine antique comme on observerait une peinture de cour impériale. Et puis, petit à petit, les tuiles s'animent, les pagodes s'élèvent, les royaumes s'unissent ou se déchirent. Ce jeu est un poème stratégique, mais un poème qui brûle sur la surface. Tension douce, continue, vibrante. Wuhang repose sur une idée magnifique. Chaque joueur incarne une dynastie cherchant à s'imposer. Mais aucune couleur, aucune force ne doit dominer les autres. Gouverner ici, c'est équilibrer le monde. 5 chefs, 5 rôles, 5 visions du pouvoir. Le gouverneur jaune, garant de l'ordre et du lien entre les hommes. Le soldat rouge, incarnation de la force et du conflit. Le fermier bleu, pilier de la subsistance et de la stabilité. Le marchand vert, moteur du commerce et de l'expansion. Et enfin l'artisan blanc, figure discrète de la culture et du raffinement. Chacun de ces leaders est une clé de lecture du monde. Les poser, les déplacer, les retirer du plateau devient un acte politique, presque philosophique. Faut-il renforcer son armée ou apaiser les tensions en bâtissant des marchés? Faut-il unir 2 royaumes quitte à déclencher la guerre? Chaque décision est un pari, un risque mesuré entre croissance et effondrement. Ce qui frappe surtout, c'est la cohérence organique du système. Les fermiers bleus ne peuvent cultiver qu'au bord des rivières. Logique, l'eau nourrit la terre. Les soldats rouges mènent les guerres, les gouverneurs jaunes arbitrent conflits et les artisans blancs tissent la paix dans le silence des pagodes. Tout est lié, le thème ne se surpose pas aux mécaniques, il en émane naturellement. Il y a dans Wuhang un paradoxe délicieux. Tout y est fluide, mais tout y est tendu. Chaque tour commence dans le calme. On pioche, on observe, on planifie. Au moindre geste, la tension monte. Une tuile mal placée peut unir 2 royaumes ennemis, provoquer une révolte, déclencher une guerre. C'est comme si le plateau, lui-même respirait, se contractait, s'étendait, au rythme des ambitions humaines. Les révoltes sont des confrontations intimes, presque personnelles. Deux chefs d'une même couleur s'affrontent dans un royaume devenu trop petit pour les contenir. On compare la puissance, on engage des tuiles secrètes, on retient son souffle. Et quand le verdict tombe, il y a ce petit silence, ce moment suspendu. La perte d'un chef n'est pas une mécanique, c'est une tragédie miniature. Les guerres, elles, sont de véritables épopées collectives. Elles redessinent le plateau, modifient les alliances, bouleversent la géopolitique du jeu. Tous les joueurs peuvent y participer, engager des forces, peser sur le destin. On négocie, on bluffe, on regarde les rivières qui séparent les royaumes comme autant de lignes de front. Chaque conflit devient une histoire à part entière, une parabole sur la fragilité des empires. Et pourtant, Wuhang n'est jamais violent. Il est intense sans être brutal. C'est une tension qui ne s'exprime pas dans le cri, mais dans le murmure.
dans cette impression de tenir le destin du monde au bout de ses doigts. Au fil des parties, le jeu révèle sa profondeur avec la lenteur d'un art martial. La première partie est une initiation, une marche prudente dans les plaines du pouvoir. La deuxième devient une bataille d'intention, un dialogue silencieux entre adversaires. Et la troisième, le jeu prend toute son ampleur. On cesse de jouer des tuiles, on commence à jouer des déséquilibres. La courbe d'apprentissage est donc réelle mais gratifiante. On passe d'un apprentissage des règles à une compréhension du rythme, puis à une lecture intuitive des espaces. On devine les opportunités, on anticipe les unions, on ressent la montée du danger avant même qu'ils ne surgissent. Les règles, une fois assimilées, deviennent naturelles, et le plaisir d'observer les royaumes croître et s'unir par là tous. Et surtout, chaque partie raconte une histoire différente, selon la disposition des tuiles, le nombre de joueurs, ou les règles optionnelles. Wong se renouvelle sans cesse. Les bandits hors la loi ou la version des du royaume ajoutent de nouvelles saveurs, comme des chapitres alternatifs d'une même épopée. C'est un jeu qui récompense la patience. Plus on le découvre, plus il s'enrichit. Visuellement, le jeu se distingue par sa sobriété élégante. Le plateau est clair, épuré, ressemble à une carte ancienne, traversée de fleuves et de frontières fines. Les couleurs des tuiles ne hurlent pas, elles respirent. Le jaune des gouverneurs évoque la terre impériale, le rouge des soldats la loyauté, le bleu des fermiers la vie, le vert des marchands la prospérité et le blanc des artisans la sérénité. C'est une palette symbolique, presque spirituelle. Les pagodes, petites structures dressées sur le plateau, ajoutent une dimension tactile visuelle. Ce sont des repères, des monuments de stabilité au milieu du chaos. Elles donnent envie de contempler la carte comme on contemple un paysage. Les directions artistiques, tout en retenue, reflètent parfaitement la mode du jeu. Wang n'est pas un cri de guerre, c'est une calligraphie stratégique. Chaque trait est mesuré, chaque décision laisse une trace. On y retrouve la même beauté que dans un rouleau peint à l'encre. Un équilibre entre le vide et le plein, entre ce qu'on montre et ce qu'on suggère. Jouer à Wong, c'est entrer dans un état de concentration paisible. On parle peu, on observe beaucoup. Le temps se dilate, 1h30 passe, sans qu'on s'en aperçoive. Chaque joueur vit son propre récit intérieur. La joie d'une pagode érigée, la douleur d'un chef perdu, la satisfaction d'avoir gardé la paix dans son royaume. Et puis vient la fin, le sac se vide, les tuiles s'épuisent, et chacun révèle ses points. Le vainqueur n'est pas celui qui a dominé, mais celui qui a su maintenir l'équilibre entre ses forces. La victoire n'a rien de triomphal. Elle a quelque chose de sage, presque mélancolique. On quitte la table comme on quitte une époque, un peu changée, un peu apaisée. Le jeu fonctionne parce qu'il parvient à raconter l'histoire sans mots, parce qu'il ne simule pas la Chine antique, mais en incarne la philosophie, parce qu'il transforme un affrontement en un dialogue d'équilibre. Et surtout, parce qu'il fait cohabiter deux émotions rares, la tension du contrôle et la sérénité de la construction. Son génie tient dans cette contradiction maîtrisée. Wang est à la fois austère et sensuel, rationnel et poétique, froid dans ses chiffres, mais brûlant dans son rythme. C'est un jeu d'histoire qui ne parle pas d'hier, mais de ce que signifie gouverner, bâtir, coexister, aujourd'hui encore. Au terme d'une partie de Wong, il y a toujours un silence de respect, de fatigue douce, d'équilibre retrouvé. On regarde le plateau, les rivières, les capitales, les pagodes. On se dit que l'Empire a tenu, pour un temps, et que c'est déjà beaucoup. Wong n'est pas simplement un jeu de stratégie, c'est une méditation sur la fragilité de l'ordre humain. Un poème d'équilibre dans un monde de forces contraires. Et si vous aimez les jeux où chaque décision compte, où chaque tuile porte un poids symbolique, où la beauté se cache dans l'attention, alors Wong ne vous apprendra pas seulement à gagner, il vous apprendra à gouverner. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu, que j'ai énormément apprécié. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également activer la petite cloche sur YouTube pour être tenu au courant de toutes mes vidéos lorsqu'elles sont disponibles. Et vous trouverez également sur la page principale de YouTube mes réseaux pour me suivre. N'hésitez pas à venir me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!